Une question en gastropédiatrie sera développée aujourd'hui, c'est les diarrhées aiguës. Le plan sera toujours pratiquement le même, classique, introduction avec définition et intérêt, le rappel physiopathologique, le diagnostic positif, celui de gravité, l'enquête étiologique, la prise en charge, la prévention, c'est un chapitre important, et la conclusion. Pour définition, les diarrhées aiguës sont la conséquence de perte intestinale anormale d'eau et d'électrolytes, secondaire à une rupture de cycle entérosystémique, donc on a une altération fonctionnelle de la muqueuse. Et quand on dit aigu, ça sous-entend que la durée est inférieure à 14 jours. Les intérêts, c'est un motif fréquent en consultation. Elle est grave, le pronostic vital peut être mis en jeu, surtout par le retentissement, surtout quand il y a une déshydratation sévère. Et avec les infections respiratoires, les diarrhées aiguës constituent quand même une étiologie importante de mortalité infantile. Les étiologies sont multiples, surtout celles donc, de cause virale, à rotavirus. La prévention, elle est importante. Et j'arrête pas de dire promouvoir l'allaitement maternel. Le rappel physiopathologique est physiologique. La muqueuse intestinale, elle est constituée d'une cellule intestinale, ce qu'on appelle l'entérocyte, qui est surmontée de microvillosités pour augmenter la surface d'absorption. Et il y a toujours un équilibre entre l'absorption, qui se fait selon des mécanismes actifs et passifs, et la sécrétion qui est régie par l'adénylase et l'AMP cyclique comme second messager. Il y a une flore commensale qui donc se trouve au niveau de tube digestif qui participe à donc l'équilibre de cet écosystème. Il y a des cellules immunitaires et donc il y a sécrétion des IgA sécrétoires. Et donc toute agression de la muqueuse va engendrer une perte de cet équilibre, donc du cycle entérosystémique et surtout l'eau qui sera le plus touchée avec des électrolytes. Et donc comme conséquence, on aura de la diarrhée, c'est des pertes digestives anormales. Un petit schéma qui vous montre la cellule donc digestive, l'entérocyte, avec le pôle vasculaire et le pôle luminal. Ça, c'est les microvillosités. Et là, c'est la lumière digestive. Donc, l'absorption se fait du pôle luminal vers donc, le pôle vasculaire. Il y a une sécrétion de cette cellule. Il y a surtout les cellules à mucus qui vont sécréter au niveau de la lumière intestinale. Et donc, il y a des micro-organismes qui sont commensaux de cette lumière, de son tube digestif. S'il y a des agressions bactériennes, s'il y a des agressions mécaniques, ou s'il y a des infections, surtout virales, il va y avoir une abrasion de cette microvillosité, une destruction de ces cellules. Et donc, il y aura une hypersécrétion et, comme conséquence, une diarrhée. Le diagnostic positif, d'abord, c'est le motif. On va analyser la diarrhée. Comme motif de consultation, c'est des selles qui deviennent fréquentes par rapport au nombre ou bien qui devient abondante par rapport au volume. Et parfois, l'odeur, elle change, elle devient nauséabonde. Et quand la consistance se modifie aussi, c'est un élément intéressant de noter. Quand elle devient liquidienne ou quand c'est glérosanglante ou il y a du pus. Et il faut toujours analyser les autres signes qui peuvent accompagner cette diarrhée aiguë. Surtout, est-ce qu'il y a la fièvre? Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a des signes d'infection des voies aériennes supérieures? Une rhinopharyngite, par exemple. Après, on va rechercher dans l'entourage. Est-ce qu'il y a des cas similaires? Comment sont les conditions socio-économiques? Et on va analyser les antécédents de cet enfant, surtout accéder sur les antécédents pathologiques et personnels, physiologiques et pathologiques, surtout la diététique, est-ce qu'il y a des épisodes similaires, revoir le carnet de santé, revoir les différents paramètres anthropométriques, donc la croissance, et rechercher un poids antérieur récent à la consultation actuelle. Après, on passe à l'étape examen clinique qui devra être complet et on va surtout détailler l'état nutritionnel et l'état d'hydratation et surtout voir le retentissement de cette diarrhée aiguë. Au total, le diagnostic est souvent facile, mais il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. D'abord, de quelle étiologie s'agit-il ? Est-ce que c'est grave, oui ou non? Quand le bilan est nécessaire et quand c'est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut demander? Quand est-ce que je décide l'hospitalisation et pour quelles raisons? Il faut argumenter ces actes et ces gestes. Comment traiter et comment prévenir surtout? So let's answer them one by one in order to give because it's how we think in front of this kind of patients. Diagnostic de gravité, on établit la gravité sur deux plans. First of all, la diarrhée elle-même. Donc, le premier point, c'est la diarrhée. Quelle que soit son étiologie, elle peut être grave par ce retentissement sur le métabolisme hydroélectrolytique. Et donc, c'est le degré de déshydratation, voire à l'extrême le collapsus et la détérioration neurologique. Second, donc il faut voir l'étiologie. Est-ce qu'il faut aborder une recherche
par un examen clinique ou par un examen paraclinique. On va voir. Donc, l'étiologie, ça peut être une septicémie, un choc septique, donc une diarrhée aiguë un choc septique à point de départ digestif, par exemple. Est-ce qu'il y a des complications neuroméningées? Et quel bilan demander? En fait, le plus souvent, aucun bilan n'est nécessaire quand on est devant une diarrhée aiguë virale. Mais en fonction de différentes situations, on peut donc recourir à certains bilans. Par exemple, en cas de déshydratation, là, l'ionogramme sanguin, et surtout la natrémie et l'urée, deviennent nécessaires. Quand on suspecte une infection donc, du système nerveux central, une méningite, la ponction lombaire devra être faite, bien sûr, dans de bonnes conditions, après lever, par exemple, un collapsus ou un état de choc. Si on suspecte une pyélonéphrite aiguë, le multistix, au-delà de l'âge de un mois, devient très intéressant. Un multistix positif va nous conduire, donc quand il y a des leucocytes et des nétrites positifs, ça va nous conduire à réaliser l'étude cytobactériologique des urines. Et quand on suspecte un mécanisme entéro-invasif, la coproculture et la parasitologie des selles doivent être réalisées. Le diagnostic étiologique se base par donc des étapes. En fait, c'est classique. On doit mener une enquête qui se base sur des éléments anamnestiques, tout ce qu'on a vu auparavant, l'histoire de la maladie, ça quand a commencé, les signes accompagnateurs, l'examen clinique complet et certaines explorations quand ça s'avère nécessaire. Et les résultats vont être illustrés de la façon suivante. Les causes non infectieuses et les causes infectieuses. Les causes non infectieuses des diarrhées, on va les départager en causes parentérales, ça veut dire extra-digestives, et les causes entérales. Dans les causes parentérales, on a la diarrhée motrice, par exemple, quand il y a un neuroblastome. Les causes entérales, par exemple, le mot de début d'une allergie de protéines de lait de vache dans sa forme hypersensibilité retardée. C'est une forme donc d'entérocolite. Quand il y a une intolérance au gluten au début. Quand il y a par exemple un abus d'antibiotiques, c'est pour ça qu'il faut demander aux parents qu'est-ce qu'il a pris comme médicament ce petit. Parce que l'abus d'antibiotiques va perturber la flore commensale, rappelez-vous tout à l'heure dans le rappel. Et quand elle est perturbée, il y aura donc un profit pour qu'il y ait des germes pathogènes qui vont donc se fixer sur cette muqueuse. Et ça va donner des colites pseudomembraneuses aussi. Les erreurs diététiques, c'est pour ça l'enquête diététique est très importante et rechercher bien évidemment une poussée dentaire. Pour les causes infectieuses parentérales, on a surtout la sphère ORL, c'est très fréquent chez l'enfant. Après, vous avez l'examen pleuropulmonaire, c'est-à-dire les étiologies pleuropulmonaires, l'infection urinaire et l'infection méningée. Et dans les causes entérales, c'est toutes les infections du tube digestif. En chef de file, c'est les causes virales les plus importantes et les plus fréquentes. Après, vous avez des causes bactériennes, des causes parasitaires et parfois, dans certains terrains particuliers, des causes mycosiques. On résume ici donc les causes entérales parce que c'est les plus fréquentes. Je reprends, il y a des causes non infectieuses et des causes infectieuses. Juste un petit mot pour les causes virales. Donc plus de 80%, c'est des entérites virales et c'est surtout le rotavirus chez l'enfant moins de 3 ans. Le mode de contamination, c'est important de le citer, c'est les mains sales parce que la transmission, elle est orofécale. Donc si on veut faire une prévention, il faut faire une rupture de ce cycle donc, de transmission. Le virus, il va donc, on va dire, il va y avoir une invasion des cellules, des entérocytes, reproduction de virus, puis éclatement des entérocytes. Donc il y a une destruction et nous avons d'autres virus qui peuvent être incriminés, les adénovirus et les entérovirus. Pour les bactéries, on a celles qui agissent par un mécanisme invasif. Ça donne des diarrhées glérosanglantes et c'est la bactérie elle-même qui est en responsable. Et il y a ceux qui agissent par donc, un mécanisme entérotoxinogène. Donc c'est une bactérie que quand elle va être détruite, elle va sécréter une toxine qui va agir donc, sur la cellule entérocytaire. Par exemple, le staphylocoque. Et pour les causes parasitaires, la plus fréquente en pédiatrie, vous avez la giardiase. Une fois le diagnostic positif est posé, le diagnostic étiologique est posé également, la gravité est appréciée chez cet enfant, on va se décider de la prise en charge. D'abord, on va se poser la question devant le malade, est-ce qu'il faut le garder en milieu hospitalier ou le traiter en ambulatoire? Le plus souvent, la diarrhée aiguë, quand elle est bénigne simple, le traitement il est en ambulatoire. Mais certains cas requièrent une surveillance en milieu hospitalier pendant 4 à 6 heures quand il y a une déshydratation qui ne dépasse pas les 10%. Et il y a d'autres cas qui sont très graves où on doit hospitaliser, par exemple une déshydratation sévère où le traitement devient nécessaire par voie intraveineuse, le jeune âge car le risque de déshydratation est très important
Les étiologies qui nécessitent un traitement par voie intraveineuse, quand il y a des vomissements incoercibles, ça veut dire la voie orale ne peut pas être donc utilisée dans le traitement de cet enfant, un terrain particulier, par exemple un malnutri, et quand il y a des conditions socio-économiques défavorables. La liste, elle n'est pas exhaustive. Maintenant, on va prendre en charge cet enfant. Quels sont les buts qu'on va tracer? D'abord, corriger les troubles d'hydratation, maintenir quand elles sont présentes et les prévenir. Maintenir un bon état nutritionnel par une alimentation précoce. Éviter et traiter les complications et traiter l'étiologie quand cela s'avère possible. Les moyens, d'abord, donc, prévenir la déshydratation. Comment? Par l'usage des sels de réhydratation orale. C'est très important de connaître les sels, comment les préparer et comment les donner. On va voir par la suite dans la conduite. On a d'autres moyens, c'est le sérum salé, le sérum glucosé à 5 et à 10%, les différents électrolytes comme le NaCl à 10%, le KCl à 10%, le gluconate du calcium à 10%. La réalimentation qui doit être précoce. Si l'enfant est sous allaitement maternel, il faut le garder. Si c'est sous allaitement artificiel, il ne faut pas changer les dilutions. Garder toujours les mêmes dilutions. L'antibiothérapie, par exemple, quand la cause bactérienne est confirmée, on va traiter, on aura recours par exemple au pénicilline A, comme l'amoxicilline, au céphalosporine 3e génération, le Bactrim, donc trimethoprim, sulfaméthoxazole, ou bien le métronidazole, le flagyl. Et en général, on ne donne pas d'antisécrétoire, par exemple le racécadotril, le thiorphan, on ne donne pas d'adsorbant, comme le smecta, surtout dans les diarrhées virales. Maintenant, on va voir les sels de réhydratation orale, composition et usage. Si on rappelle un peu le rappel physiologique de l'absorption, on sait que l'eau suit le sodium et le glucose. Et c'est pour ça qu'on donne une solution qui contient du glucose et du NaCl. On sait que dans les diarrhées invasives ou non invasives, il y a une abrasion, il y a une destruction cellulaire, une abrasion des microvillosités. Mais il reste toujours un compartiment digestif sain qu'on peut stimuler et donc l'utiliser pour qu'il y ait une absorption. Là, vous voyez qu'il y a aussi du KCl et des citrates de sodium. L'osmolarité de ces sels, les nouveaux sels produits et qui est validée par l'OMS, est avoisinante de celle du plasma. Elle est de 245 millimoles par litre. En général, dans un litre d'eau, on fait bouillir d'abord l'eau et on met les sels à l'intérieur et on va les garder pendant 24 heures. Mais il y a d'autres sels de réhydratation qui se préparent avec 200 cc d'eau. S'il vous plaît, il ne faut pas donc faire l'amalgame entre celles qui se préparent avec 1 litre d'eau et celles qui se préparent avec 200 cc d'eau, car la concentration devient différente. Et il faut donner à la cuillère, jamais au biberon, car l'enfant il va refuser. Si l'enfant vomit un peu, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut continuer quand même à donner les sels de réhydratation par voie orale. Les vomissements qui ne sont pas très importants ne contre-indiquent pas la réhydratation par voie orale. Mais elle est contre-indiquée quand il y a des troubles de la conscience, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a donc des vomissements incoercibles. Cela rend la réhydratation par voie orale impossible et là on est obligé de traiter par voie parentérale. Maintenant, comment on fait notre conduite à tenir? On va départager la question en 3 plans pour faciliter donc la compréhension. On a le plan d'action A. On est devant un nourrisson qui présente une diarrhée aiguë, par exemple, on va citer diarrhée aiguë virale, et qui n'est pas déshydraté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe clinique de déshydratation. Là, l'enfant va être traité chez soi, en ambulatoire. Il faut éduquer les mamans. Take your time with explanation is the most important. L'éducation des parents et surtout de la mère est très importante. Et ça va éviter de passer vers la déshydratation. Il faut donner des sels de réhydratation orale entre 100 et 150 cc par kilo par 24 heures. Tant que l'enfant fait des sels diarrhéiques, il faut remplacer par à peu près 10 cuillères à café de sels de réhydratation, voire plus. L'allaitement, il ne faut pas arrêter l'allaitement, qu'il soit maternel ou artificiel. Dans les diarrhées virales, pas d'antibiotiques, pas d'antiémétiques et donc ni autres molécules. Il faut continuer l'alimentation si l'enfant est diversifié. Et bien sûr, contrôler l'enfant à J3 et à J8, voire même un contrôle à 1 mois.
Deuxième situation, c'est le plan B. C'est un enfant ou un nourrisson qui présente une diarrhée avec une déshydratation, mais qui n'est pas importante, elle est inférieure à 10%. Cela nécessite une surveillance courte de 4 à 6 heures à l'hôpital de jour. On traite par voie orale si cela est possible sur 4 heures et on va voir comment on fait les calculs. Donc une petite démonstration, un nourrisson déshydraté à 5% sur gastro-entérite virale. Ça veut dire il a perdu 50 cc par kilo de son poids. Si on le pèse maintenant, il a 10 kg. Donc on va donner la quantité calculée ainsi. 5 fois 10, ça veut dire 50 cc, fois le poids, 10 kg. Ça revient à dire qu'il a perdu 500 cc. On va la répartir sur 4 heures. Comment? Une heure, c'est 12 fois 5 minutes. D'accord? Donc, 4 heures, c'est 4 fois 12, égale 48. Donc, on a 48 fois 5 minutes en 4 heures. Donc, on va diviser la quantité qu'on doit donner, 500 cc, sur 48. C'est pratiquement 10 cc. Donc, on va lui donner 10 cc de sel de réhydratation orale préparé chaque 5 minutes à la seringue, ou c'est l'équivalent de 2 cuillères à café. Et on va réévaluer chaque 2 heures. Donc, à 4 heures, on va décider le retour à domicile. Si l'enfant a bien pris donc, les sels de réhydratation, il garde un bon état d'hydratation. Et la maman a bien compris comment administrer les sels de réhydratation chez soi, avec un contrôle comme donc on a vu à J3, à J8 et à un mois. Le troisième plan, c'est la troisième situation. On est devant un nourrisson déshydraté, donc il présente une diarrhée aiguë avec une déshydratation supérieure à 10%, ça veut dire, et plus, ça veut dire c'est des cas sévères. On doit les hospitaliser. Donc un traitement par voie parentérale, ça veut dire une bonne voie d'abord. On réhydrate sur 24 heures si l'enfant est en eutrophique, sinon sur 48 heures s'il est hypotrophe. Tout ça, vous allez le voir dans le cours des hydratations. Et en parallèle, on traite l'étiologie, c'est possible. Si on est devant une diarrhée virale, il n'y a pas de traitement étiologique, elle va guérir en elle-même. C'est l'enfant qui va rétablir son état de santé. Si on a une étiologie sous-jacente, il faut la traiter en parallèle. La prévention de la diarrhée aiguë est très primordiale et elle se base sur 3 et plusieurs éléments au-delà. Donc on a l'allaitement maternel, ça protège contre la diarrhée aiguë infectieuse car il y a des cellules il y a des cellules immunitaires, il y a des immunoglobulines, il y a des IgA sécrétoires. Tout ça va aider donc la muqueuse digestive de l'enfant à se défendre vis-à-vis les infections de la première enfance. L'hygiène, surtout quand c'est des enfants sous allaitement artificiel, il faut bien donc préparer les biberons de la façon la plus hygiénique et l'éducation des mamans. Pour la conclusion, la diarrhée aiguë chez l'enfant est un motif très fréquent en consultation pédiatrique. La prise en charge symptomatique et étiologique, elle est bien codifiée et l'allaitement maternel a un rôle majeur dans la prévention de par sa contenue en IgA, en gynolactose et en enzymes. Le gynolactose va favoriser le développement de la flore commensale. Et je vous remercie.